Bonjour tout le monde et merci d'assister à notre séance conversation antiracisme sur l'environnement. Je m'appelle Selena et je suis l'ambassadrice de la lutte contre le racisme pour Expérience Canada. Présentement, j'habite à Vancouver et je travaille sur un projet de recherche à propos de la COVID et ses effets sur les jeunes autour du Canada. Donc, dans ce rôle, je vois comment la COVID nous a obligés à prendre une pause et comment c'est bouleversé nos vies. Pourtant, je pense qu'alors que nous nous tournons vers une meilleure avenir, nous avons besoin de la force génératrice des changements des jeunes pour nous aider à déterminer où nous en sommes et où nous devons nous diriger. Donc, pour ce faire, nous devons commencer par une base solide pour réellement comprendre les problèmes qui leur tiennent le plus à cœur, afin que nos jeunes puissent engager dans ces conversations en s'appuyant sur une compréhension commune. Donc, j'ai très hâte de mener cette conversation comme c'est un sujet que je me tiens vraiment au cœur. Donc, ce webinaire fait partie de la série de conversations La vie des Noirs compte et antiracisme d'Expérience Canada, qui est produite en anglais et en français. La série vise à accroître la capacité des jeunes à s'engager dans des conversations contre le racisme. C'est une série d'événements en direct sur cette semaine qui sera accompagnée de guides de discussion et matériel éducatif. Avec cette série, on veut amplifier le message et les voix du mouvement La vie des Noirs compte, mais aussi des militantes luttant contre le racisme ici au Canada. Pour cette séance, nous avons deux conférenciers qui sont impliqués dans le mouvement La vie des Noirs compte, Chuck Odenigbo et Balarama Holness. Et avant de commencer, j'aimerais aussi remercier la Fondation RBC d'être un partenaire pour toute cette série. Nous sommes très reconnaissantes pour leur soutien qui nous donne l'opportunité d'encourager les conversations importantes sur l'antiracisme avec des jeunes à travers le Canada. Donc, pour cette séance, toutes les questions seront prises à la fin, mais pour toute difficulté technique, il faut juste lever la main ou envoyer un message à Lizzie qui gère le chat. Et n'oublie pas de poser les questions pour nos conférenciers à la fin de la séance dans la section Q et R en bas. Donc, pour commencer, je vous présente notre premier conférencier, Chuck Odenigbo. Il est le directeur des services ancestraux à Future Ancestor Services. Il est également le cofondateur de la Poisson et la Pomme, une organisation sans but lucratif qui encourage les Canadiens à découvrir leur façon personnelle de se rapprocher de la nature et de s'y connecter. Donc, bienvenue et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. J'ai préparé quelques questions pour vous, comme je suis certaine que notre public aimerait tirer de votre expertise. Donc, pour commencer, d'après vous, est-ce que vous pensez qu'il existe actuellement du racisme en environnement ici au Canada? Et peut-être plus précisément, comment est-ce qu'il se manifeste au sein de nos institutions ici? Bonjour Selena, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, je crois que le racisme existe au sein de nos institutions au Canada. Le racisme environnemental est pas forcément... c'est toujours difficile de parler de racisme environnemental parce que quand on parle de ça avec les gens essaient de le transformer en genre de classisme parce que quand on parle de racisme environnemental, on parle à l'accès à un environnement sain, un environnement sécuritaire. On parle également de l'environnement qui nous entoure. Donc, vraiment, on parle de l'accès. On parle de l'accès, mais on parle de l'environnement existant qui nous entoure. Et donc, ce qu'on voit à travers le Canada et les communautés qui sont en pauvreté la plupart du temps, ont soit un mauvais accès à la nature, ou soit la nature autour d'eux est vraiment néfaste pour la santé. Donc, on connaît le chemin toxique à Sarnia en Ontario, par exemple. Donc, on voit toutes ces genres d'affaires. Mais la raison pour laquelle on dit le racisme environnemental n'est pas uniquement le classisme environnemental, parce qu'on voit que les communautés racisées, les communautés les plus défavorisées ont tendance d'être les communautés noires ou les communautés autochtones à travers ce pays-là, mais également les communautés en guillemets pauvres. Et donc, on voit que à travers l'histoire du Canada, en raison de l'histoire de la suprématie blanche, puis les autres mesures que le Canada a faites dans le passé pour vraiment
désavantager les gens racisés, on voit un manque de l'argent intergénérationnel. Et donc, ce manque d'argent veut dire qu'aujourd'hui, on voit que ces communautés qui sont pauvres, ces communautés en guillemets pauvres, ces communautés qui ont moins de pouvoir politique ont tendance d'être des communautés racisées ou des communautés noires et autochtones. Donc, c'est pour ça qu'on parle de racisme environnemental. C'est un système structurel et pas forcément lié à un acte ou un autre. Ce n'est pas forcément cette idée qu'on va faire ça parce que tels gens sont noirs, mais c'est plus à travers le temps, on a remarqué qu'on peut déplacer ce genre-là et avoir moins d'impacts ou moins de répercussions politiques que si on déplace les gens blancs dans les mêmes circonstances. Merci. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu les conséquences réelles et directes du racisme environnemental un peu? Les conséquences de racisme environnemental? Oui. En gros, les conséquences de racisme environnemental sont vraiment nuancées. Donc, il y a les conséquences néfastes directement à la santé, les conséquences qui sont liées directement à la santé. Donc, là, on parle d'augmentation de cancer du poumon chez certains gens. On voit manque d'accès à l'eau propre chez plusieurs communautés autochtones et noires, spécialement en Nouvelle-Écosse. Mais on voit également une dissociation de la nature. Donc, on sait tous que la nature est bonne pour la santé humaine. Même juste étant dans la nature, on reçoit plein des avantages au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau spirituel. Et donc, si on n'a pas cet accès à la nature, si on ne peut pas aller dans un parc, si on ne peut pas profiter de l'océan, si on habite dans une province qui a un côté océanique, si on ne peut pas accéder aux espaces verts qui sont sécuritaires pour nous, pour nos enfants, ça crée beaucoup d'inconvénients auprès des gens. Il y a plusieurs études qui démontrent, par exemple, que les enfants qui jouent, qui grandissent en jouissant dans les lieux naturels, les aires naturelles, ont tendance d'avoir une plus grande imagination. Et ça mène à un adulte créatif. Ça reste avec eux pour le reste de leur vie. Et donc, là, on voit des communautés immigrants qui sont dans le quartier très urbain, qui n'ont aucun accès à un seul parc dans le quartier. Et ça, c'est déjà un inconvénient. Ça, c'est déjà un inconvénient par rapport aux communautés qui ont cet accès à un espace vert. Donc, on voit un impact direct sur la santé, mais pas uniquement sur la santé physique, malgré le fait qu'on voit un impact sur la santé physique, mais également sur la santé mentale, la santé spirituelle, toutes sortes de santé. Merci beaucoup. Et en deuxième, pouvez-vous parler un peu de votre travail et le mouvement de l'intersectionnalité de la justice climatique et pourquoi c'est important pour nous de s'engager? Oui, donc quand on parle de justice climatique ou justice environnementale, on reconnaît le fait que ce n'est pas tout le monde qui a le même accès à l'environnement, mais également on reconnaît le fait que ce n'est pas tout le monde qui sera affecté de la même manière par les changements climatiques et les effets néfastes des changements climatiques. Et donc, on reconnaît deux choses quand on parle de justice climatique ou justice environnementale. On reconnaît d'abord que même si beaucoup de communautés, des gens noirs, autochtones, peuples de couleur, sont plus impactés par les effets néfastes des changements climatiques ou du racisme environnemental, ils sont aussi les gens qu'on voit le moins dans la lutte pour l'environnement, ou la lutte contre le changement climatique. Et la raison pour ça est parce que ces gens-là sont en train d'utiliser toute leur énergie pour se battre pour leur droit de vivre et battre pour les droits humains. Donc, on voit les gens noirs qui sont là sur la rue en train de battre pour la vie des Noirs Comptes. On voit les gens autochtones qui sont là en train de battre pour Wet'suwet'en et Land Back et tous ces autres mouvements. On voit les gens asiatiques, spécialement cette année, qui sont en train de battre pour le mouvement « Je ne suis pas un virus ». Et donc, on utilise toute cette énergie pour demander le respect de notre société, qu'on n'a plus d'énergie pour utiliser pour la lutte contre le changement climatique. Et donc, on voit ce mouvement qui devient tellement blanc, uniquement parce que les autres communautés n'ont pas l'énergie, parce qu'ils sont toujours en train de se battre pour le droit de vivre. C'est ce côté-là. Puis l'autre côté, et aussi, on reconnaît qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique sans lutter pour la justice. Et donc,
Par exemple, les communautés autochtones sont plus impactées par le changement climatique. On voit que Nunavut, par exemple, avec l'affondement des glaciers, que ça leur empêche de chasser la nourriture traditionnelle. Ça veut dire que ça crée une insécurité alimentaire. Et on a tous vu les prix de nourriture qui vient du sud au Nunavut. C'est tellement, tellement inaccessible aux gens que s'ils n'ont pas la capacité de chasser, à ce point-là, la nourriture devient inaccessible. Mais aussi, ça, il y a un autre côté de ça aussi. Par exemple, les gens en Haida-Gwaii, ça c'est un archipel des îles au nord de la Colombie-Britannique. Les gens à Haida-Gwaii voient l'océan, par exemple, voient l'océan comme un membre de leur famille. Et donc, même s'ils ont l'accès à l'eau propre pour boire, si tu vois un membre de ta famille être disrespecté au quotidien et tu ne peux rien faire, tu n'as pas le pouvoir d'arrêter les gens de disrespecter un membre de ta famille, ça va avoir un impact sur ta santé mentale. Et donc, oui, ça va avoir un impact sur votre santé mentale. Et donc, ça mène à des grands problèmes de dépression et tout ça. Et ça, c'est juste lié à la pollution des océans, qui est encore liée au changement climatique. Donc, là, on voit déjà un genre d'impact différent chez des gens en raison de leur identité. Ou, par exemple, on voit que les francophones sont plus impactés par le changement climatique que les anglophones, au Canada spécifiquement. Et ça, c'est parce qu'on habite dans un pays bilingue, mais on habite dans un pays majoritairement anglophone qui a l'habitude de produire les connaissances uniquement en anglais. Et donc, ça veut dire que les communautés francophones ont tendance d'être, en guillemets, behind quand c'est par rapport au changement climatique, quand c'est par rapport aux connaissances et aux choses qu'on devrait faire pour lutter contre le changement climatique. Parce que ces connaissances-là n'ont pas encore été traduites et ne pas encore être comme divisées parmi ce genre de communauté. Donc, il y a ce côté-là. Et ça, c'est juste deux exemples de deux communautés qui sont plus impactées en raison de leur identité. Et donc, la justice climatique reconnaît tout ça. Et ça met tout ça à l'égal en disant, pour lutter contre le changement climatique, il faut lutter pour la justice. Pour deux raisons. Il faut lutter pour la justice pour laisser d'autres gens qui ont des identités différentes de s'impliquer dans le mouvement contre le changement climatique parce qu'ils n'ont plus besoin de lutter pour leurs droits humains. Et aussi, il faut lutter pour la justice parce qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique sans créer une société juste. Ce n'est pas possible. Et donc, ça reconnaît ce fait-là. Merci. Et vous avez touché ce point un petit peu, donc je voulais peut-être une élaboration. Est-ce que vous pensez que la COVID a exacerbé ces inégalités environnementales et raciales aussi? Ou comment est-ce que ça a eu un effet? Je crois que la COVID a justement souligné ce qui existait auparavant, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui vient de sortir, mais c'est plus, la COVID a une tendance de vraiment souligner les problèmes actuels dans notre société et ça les rend beaucoup plus difficiles à l'ignorer. Donc, la COVID a souligné le fait que s'il y a des communautés qui n'ont pas l'accès aux espaces verts, on voit une augmentation des effets néfastes sur la santé quand on demande aux gens de s'isoler. On voit comment la COVID a touché 30%, sur 30% des cas de COVID, ça fait quelques mois, mais 30% des cas de COVID étaient chez les Canadiens noirs à Toronto, même s'ils sont uniquement 8% de la population. Mais pourquoi? Parce que la population noire n'est pas plus susceptible à la COVID à l'échelle biologique. Donc, ça veut dire que c'est une propagation plus socioculturelle, sociopolitique, socio-économique. Et donc, il y a une vulnérabilité qu'on ne reconnaît pas au Canada. Il y a une vulnérabilité sociopolitique. Il y a des gens qui sont plus susceptibles à une maladie que d'autres, pas forcément en raison de leur biologie, c'est pas forcément parce qu'ils sont vieux ou immunocompromisés, mais uniquement en raison de leur identité et la manière que la société traite les gens avec cette identité. Et donc, la COVID a souligné ça parce que les changements climatiques ont des effets néfastes, mais c'est plus lent, c'est plus difficile à voir parce que c'est pas direct. Tu sais, on voit pas, OK, il y a 5 degrés plus aujourd'hui, donc on voit tel impact sur telle communauté.
C'est plus difficile à voir et c'est plus une tendance qu'on voit à travers le temps. Mais j'ai perdu mon fait de penser. Ah oui, mais avec la COVID, c'est plus direct, c'est plus immédiat. On voit directement ces impacts-là. On voit comment la maladie s'est distribuée au sein de nos sociétés, au sein de la collectivité qui font nos sociétés. Et donc, à ce moment-là, on comprend rapidement que ces communautés sont plus vulnérables. Et donc, je crois que la COVID a souligné ce qui existait auparavant, mais je ne dirais pas que ça a empiré. C'est une maladie, mais ce n'est pas une maladie qui existe juste dans un vide, c'est une maladie qui existe dans un monde inégal et injuste. Et donc, on va voir ces inégalités et ces injustices à travers la manière de sa propagation. Merci. Et quelque chose que moi j'ai trouvé un peu intéressant de votre travail, est-ce que vous pouvez un peu parler du racisme dans les espèces bleues? Parce qu'avant, c'était quelque chose que moi, j'ai pas beaucoup d'informations, de connaissances à propos. Donc, je pense que les autres aussi seraient très intéressés d'apprendre un petit peu à propos de ça. Oui, absolument, absolument. Donc, le racisme dans les espaces bleus. Quand je parle des espaces bleus, on est dans un pays océanique. Le Canada est le seul pays au monde qui a un territoire unique qui touche 3 océans. C'est l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Arctique. Et donc, ça nous rend un peu spécial parce qu'on est tellement proche d'être un pays océanique sans être une île. Et donc, la culture canadienne est fortement liée aux océans, c'est fortement lié à l'eau, c'est fortement lié aux espaces bleus. On a comme 20% de l'eau douce au monde, même si on a comme moins de 5% de la population mondiale. Notre économie est fortement basée sur l'eau. On reçoit plein de milliards de dollars dans notre économie à travers les activités liées directement aux océans. Plusieurs cultures canadiennes sont liées aux océans. Plusieurs tendances canadiennes sont liées aux océans. Et donc, la discrimination dans les espaces bleus, ça veut dire l'empêchement de vraiment connecter avec les océans, est un enjeu très important quand on parle de racisme environnemental parce que, par exemple, on parle du fait que les Noirs au Canada en général ne savent pas comment nager. Et ça, c'est un enjeu très intéressant parce qu'avant, les gens essaient de lier ça à la biologie, les eaux sont plus denses, mais ce n'est pas vrai. Ce qu'on a trouvé est en effet la relation des Noirs avec les océans a été tordue à travers la période d'esclavage, quand les Noirs étaient pris de chez eux en Afrique et menés ici à travers des bateaux pour les esclaves. Ce n'était pas un voyage confortable. C'était un voyage rempli de beaucoup de traumas, beaucoup de haine, beaucoup de douleur. Plein de gens sont morts sur les océans. Plein de gens ont fait des suicides en sortant dans les océans, en espérant d'être mangés par un requin. Et donc, ça a créé un genre de trauma intergénérationnel qui était passé de nos ancêtres directement à nous, dans un effort de nous protéger. Et donc, ça crée un espace de relation avec les océans où les Noirs ont peur des océans. Et quand je dis les Noirs, je veux dire les gens noirs en Amérique du Nord. Donc, on voit, par exemple, les gens qui font partie de la communauté afro-néo-écossais, même s'ils habitent en Nouvelle-Écosse, chaque personne a comme 30 km à distance des océans au maximum. Ils ne savent pas comment nager. Et on ne voit pas ça souvent. Donc, il est ce côté-là. Et donc, c'est obligatoire de refaire cette relation avec l'océan pour donner à nos avenirs, à nos ascendances, une relation différente avec les océans. Et donc, je trouve ça quand même puissant. Et il y a d'autres exemples avec Dr. Community aussi, mais ce qu'on voit vraiment est comme dans les espaces bleus, on voit un manque d'accès aux espaces bleus. Tu sais, les maisons, les propriétés qui sont à côté des océans sont très, très, très chères. Et je viens de parler du fait que l'argent intergénérationnel n'existe pas chez les communautés noires, chez les communautés autochtones. Et donc, on n'a pas l'accès à acheter ce genre de maison ou être
dans des quartiers qui sont près des océans. Et donc, ça n'a déjà qu'une barrière parce que ça veut dire que si on veut explorer l'océan, si on veut aller à la plage, on a besoin de vraiment aller au dehors on a besoin de vraiment prendre du temps. Et dans des communautés qui ont des difficultés économiques, le temps est égal à l'argent. Tu n'as pas toujours le temps de prendre pour aller à l'autre côté de ta ville pour voir les océans ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, il y a plusieurs complications par rapport à ça. Mais en gros, oui, le racisme environnemental, ça existe pour les océans aussi. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de vraiment y réfléchir au Canada parce que souvent, quand on parle de racisme environnemental, on parle des espaces verts, mais on ignore souvent les espaces bleus. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Moi, je trouve ce sujet très intéressant, en fait. Et merci pour votre réponse et le travail que vous faites. Et ça fait beaucoup de différence ici au Canada, je sais. Et maintenant, nous passerons à notre deuxième conférencier. Et n'oubliez pas, pour les participants, de mettre vos questions pour nos conférenciers en bas dans la section Q&A. Et maintenant, je vous présente Balaram Holness. Il est le fondateur de Montréal en Action, qui est un organisme et un mouvement communautaire qui encourage les Montréalais à assumer leurs responsabilités et à passer à l'action sur des enjeux communs comme le racisme, la diversité, l'égalité et l'inclusion dans leur communauté. Donc, bienvenue d'être ici. Nous sommes très honneurs. Moi aussi, j'ai préparé quelques petites questions pour vous poser aussi. Donc, pour commencer, je sais que Chuck a un peu touché sur ça aussi, mais j'aimerais avoir votre perspective. Pouvez-vous expliquer ce que c'est le racisme environnemental et comment ce phénomène impacte en particulier les communautés minoritaires et racisées? Ouais. Tout d'abord, merci pour l'invitation. À tous les gens qui écoutent, malheureusement, je ne peux pas vous voir, mais mes salutations. Ça me fait plaisir d'être ici, de parler d'un enjeu qui est très important. Tout d'abord, commençons par un peu d'histoire. Donc, le racisme systémique d'un point de vue environnemental et comment que ce phénomène s'est mis en place en société. Mais dans les années 70 et 80, aux États-Unis, il y a des personnes racisées qui regardaient leur environnement et ils aperçoivent qu'ils sont près des sites toxiques, ils sont près des trains, ils sont près des grandes surfaces où il y a beaucoup de déchets. Et ces sites toxiques-là et tout leur environnement, on soulève une conclusion qu'il y a un racisme environnemental. Et puis, les personnes racisées, défavorisées, qui vivent en pauvreté, ils ont plus de chances d'habiter près des sites toxiques. Et à cause que ces personnes-là n'avaient pas vraiment un pouvoir démocratique et politique, un mouvement social s'est créé pour vraiment dire on veut plus de dignité, d'égalité au niveau de l'environnement. De plus, les communautés autochtones aussi, antécédemment, dans l'histoire, on avait des actes et des actes vraiment criminels au sein des colonialistes qui tuaient tous les animaux dont les Autochtones avaient de besoins sur leur territoire et les poussaient vers des réserves avec une terre non fertile, avec peu d'animaux. Et ça, c'était un autre exemple de racisme environnemental. Et maintenant, si on amène ça aujourd'hui dans votre ville, dans votre communauté, moi je suis à Montréal, peut-être tu es à Vancouver ou tu peux être partout à Winnipeg, partout au Canada, en ce moment, avec le COVID, ce n'est pas que le COVID a souligné le racisme environnemental. Non. Le COVID a magnifié et a exacerbé les inégalités qui existaient déjà. Donc, en ce moment, comme c'était mentionné, il y a des personnes minoritaires qui sont autochtones ou noires qui ont plus de chances de mourir du COVID ou d'attraper le COVID. Il y a plusieurs raisons pour ça.
Mais d'un point de vue environnemental, on aperçoit, par exemple, ici à Montréal, l'épicentre de COVID-19, c'est des arrondissements avec peu de verdissement, des arrondissements qui sont majoritairement des minorités visibles, qui sont pauvres. Et donc, on peut faire une connexion entre le COVID-19, la mortalité et les espaces verts. Et donc, même dans vos communautés, si vous regardez des maps de vos villes et vous regardez les espaces verts et où est-ce qu'il y en a le plus versus le moins, vous allez vous rencontrer que les espaces verts ou les arrondissements avec des espaces verts qui sont amplifiés, c'est des quartiers plus riches et ces quartiers-là ont moins de chances d'avoir des personnes qui sont impactées par le COVID versus il y a des quartiers dans vos villes qui ont beaucoup moins d'espaces verts et plus de morts et plus de personnes issues de la diversité au sein de ces quartiers-là. Et donc, on voit vraiment une divergence entre des espaces verts, des quartiers riches versus des quartiers pauvres. Et donc, le COVID-19, c'est un bon exemple d'articuler vraiment c'est quoi le racisme environnemental et c'est quoi les impacts. Et la conclusion de tout ça, dans vos villes, je vous encourage à faire de la recherche, demandez à vos élus, demandez à Statistique Canada de savoir c'est quoi l'espérance de vie des personnes au sein de vos villes, dépendamment du quartier. Donc, ici à Montréal, l'espérance de vie, bien avant le COVID, à Montréal-Nord, était de 10 ans de moins que la moyenne de la ville au total. Et je suis sûr que vous présumez que oui, bel et bien, Montréal-Nord, un quartier ici à Montréal, a moins de verdissement, a plus de minorités visibles et un arrondissement qui est beaucoup plus pauvre que le reste de la population ou en dessous de la moyenne de la ville de Montréal. Donc, ce n'est pas juste un cas de on veut plus d'espace vert juste pour avoir plus d'espace vert. Non, c'est vraiment une question de vie, c'est une question de santé, c'est une question de loisirs, de récréation, de sport. Et l'intersection de tout ça fait en sorte que ces personnes-là, s'il y aura plus d'espace vert, pourront plus s'insérer en société. Et généralement, si on l'amène au nucléus fondamental, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et on voit ça dans les statistiques de Statistique Canada, ainsi que de Centraide, qui a fait une étude qui montre encore une fois que l'espérance de vie entre les personnes racisées et non racisées à Montréal est presque 10 ans. C'est énorme. Et on peut lier tout ça à l'environnement. Merci. Et je sais que votre organisme, Montréal en Action, a joué un rôle déterminant pour initier une consultation publique sur le racisme systémique et la discrimination à Montréal. Donc, résultant de cette consultation, il y a eu 38 recommandations qui ont été proposées. Pouvez-vous expliquer dans quelle mesure elles adressent le phénomène du racisme environnemental? Oui, absolument. Et en tant qu'enseignant, j'aime engager le public, mais même si on ne peut pas engager en ce moment, j'aimerais que vous reflétez dans vos arrondissements, dans vos villes, dans vos communautés, c'est comment que le racisme s'exerce, comment que le racisme environnemental s'exerce. Et à Montréal, je vais vous expliquer comment les 38 recommandations et comment la consultation publique a adressé les enjeux. Mais j'aimerais aussi que vous reflétez vous-même dans vos communautés comment que vous pensez que le racisme environnemental s'exerce. Donc, à Montréal, et juste pour vous parler un peu de la consultation publique, moi et quelques autres jeunes, je ne suis pas trop jeune, mais je me considère encore jeune parce que, encore une fois, je me sens jeune, mais on a eu une idée phénoménale. Il y avait une clause dans la charte montréalaise. Je ne sais pas si vos villes, ils ont une charte, mais vous devrez le regarder.
savoir si vos villes ont une charte. Vous savez, on a la charte canadienne, on a la charte québécoise, mais Montréal a aussi une charte. Donc, devoir numéro 1 pour vous, allez voir si vous avez une charte dans votre ville. À Montréal, il y a une clause dans la charte qui dit que n'importe quel citoyen, n'importe lequel, peut forcer une consultation publique, peut forcer la Ville de Montréal d'avoir une consultation publique sur n'importe quel sujet. Si vous avez 15 000 signatures manuscrites, maintenant, c'est en ligne, mais en 2018, c'était manuscrit. Et donc, nous, on voulait aborder l'enjeu de racisme systémique ici à Montréal. Donc, on s'est mobilisé, on a utilisé cette charte et cette clause de démocratie participative. On a lancé une consultation publique et on a eu 38 recommandations de ces consultations publiques-là. Et la plus importante, et j'aimerais que tous les villes au Canada adoptent ces recommandations, et la plus importante, c'est la recommandation 31. Et la recommandation 31 parle des disparités territoriales et se relie au racisme d'environnement. Donc, numéro 1, on a déjà parlé des espaces verts et de l'infrastructure au niveau de loisirs, sport, récréation et verdissement. Ça, on l'a abordé. Deuxièmement, le désert alimentaire, qui veut dire que l'aménagement de territoire, comment que ces territoires-là sont bâtis pour non seulement avoir accès aux espaces verts, mais aussi accès aux fruits, à des légumes, à de la nourriture. Et donc, en troisième phase, c'était le transport. Si on veut avoir accès, on a déjà mentionné les océans ou des parcs. Si on veut avoir accès à ces espaces-là, mais il faut du transport. Et donc, qu'est-ce qui est soulevé dans la consultation publique? Et le mot que je veux que vous retenez de cette présentation-là, c'est les deux mots, l'aménagement de territoire. Comment que les villes bâties et comment que les villes pensent à l'architecture urbaine du territoire pour faire en sorte que c'est inclusif, pour faire en sorte qu'une famille, même s'ils sont pauvres, peut avoir accès à du transport qui peut leur amener à des espaces verts, qui peut leur amener vers les artères économiques d'une ville. Donc, tous les phases de la société, tous les aspects du sphère public, est-ce qu'on peut créer des villes pour faire en sorte qu'ils sont vraiment saines et adéquats pour les gens qui y habitent? Et ce qu'on a trouvé durant la consultation publique, surtout aux recommandations 31, et je vous encourage de le lire, je vais vous l'envoyer le lien après, c'est, encore une fois, est-ce qu'on crée nos villes seulement pour Jean-François ou est-ce qu'on crée nos villes vraiment pour un immigrant, Balarama Holness? Et est-ce qu'on crée seulement des espaces et des opportunités économiques ou autres et des opportunités pour connecter aux espaces verts pour tous les gens de la communauté? Ou est-ce que c'est pour seulement une partie de la population qui habite dans des endroits privilégiés? Et donc, l'aménagement de territoire, le mot que vous allez retenir et faire de la recherche sur vos propres villes et vos propres communautés, c'est vraiment ça que la recommandation 31 aborde. Merci. Et alors, pourquoi est-ce que, selon vous, pourquoi est-ce que nous ne parlons pas de cette connexion entre plutôt les droits humains et l'environnement dans une manière qui est plus pressante et importante? Ça, c'est une très bonne question. Merci. Et il y a une raison, à mon avis, en particulier, pourquoi que ça ne s'aborde pas nécessairement d'une façon, d'un point de vue de racisme. Numéro 1, on a vu Greta Thunberg qui a fait un travail phénoménal, qui était devant ce mouvement environnemental, mais l'enjeu, c'était il y avait des centaines et des milliers de personnes autochtones qui abordaient ces enjeux-là
pendant des décennies qui expliquaient et articulaient l'intersection entre l'environnement et leurs droits et on ne les a jamais écoutés. Donc, c'est pas qu'on n'aborde pas ces enjeux-là. Je crois que c'est qui a le micro. Parfois, quand c'est des minorités qui ont le micro ou des personnes autochtones qui disent que vous êtes en train d'empiéter sur mes droits constitutionnels, environnementaux et mes droits fondamentaux, on arrive qu'on ne les écoute pas. Et parfois, quand il y a d'autres personnes qui sont d'un espace plus privilégié, deviennent des célèbres et on les écoute. Donc, ça dépend vraiment, c'est vraiment qui a le micro. Si cet enjeu-là va vraiment se mettre à l'avant-plan, c'est primordial que les personnes au sein de nos institutions démocratiques soient plus représentatifs de la population canadienne. Qui veut dire qu'au Sénat, au House of Commons, dans les hôtels de ville, dans vos villes, ici au Québec, à l'Assemblée nationale, il faut plus d'Autochtones, il faut plus de minorités visibles de tous les horizons pour faire en sorte que ces enjeux-là se mettent à l'avant-plan, non seulement d'un point de vue de mouvement social, et on l'a vu avec March for Fridays et tout ça, mais d'un point de vue législatif. Comment on peut légiférer et comment on peut adopter des lois qui sont en connexion avec l'environnement et l'environnement basant sur la justice et le racisme. Il faut avoir plus de représentativité démocratiquement. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, des avocats comme moi bientôt. Il faut avoir des actions légales au niveau de l'environnement pour faire en sorte qu'on mette de la pression juridiquement ainsi que démocratiquement vis-à-vis l'État. Et je vous donne un exemple classique. Imaginez, vous êtes avocat et vous regardez qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID-19. C'est quand même simple, mais très difficile. Ça serait d'amener une action collective contre le gouvernement fédéral et possiblement provincial dans vos provinces parce qu'on n'a pas légiféré ou on n'a pas abordé l'enjeu de COVID-19 d'une façon égalitaire et on a vu que les personnes racisées ont été frappées d'une façon disproportionnée. Et ça, via la charte canadienne, j'ai mon droit civil ici, mais via la charte canadienne, article 7, Life, Liberty, Security. La vie, la liberté et la sécurité. Et on voit que le gouvernement fédéral a, d'une façon ou d'une autre, possiblement empiété sur des droits des personnes racisées à cause de leur manque de politique et leur manque d'action avant COVID, durant COVID et possiblement après COVID. Donc, pour répondre directement à ta question, pour parler plus de l'environnement racisme ou de la racisme environnemental, c'est d'un point de vue démocratique, plus de représentativité, mais aussi de niveau juridique pour amener des cas vers l'avant et dire il y a bel et bien du racisme environnemental et voici un class action lawsuit, voici une action pour faire en sorte qu'on veut des revendications et des dommages pour vos manques d'action. Et je finirai sur le point qu'il y a déjà eu plusieurs cas, surtout au niveau des Autochtones, où est-ce qu'on avait des industries the smelter case, un cas fameux où est-ce qu'il y avait une industrie, une minière qui versait des éléments toxiques dans l'eau qui empoisonnaient les territoires autochtones et les tribunaux internationaux ont bel et bien indiqué que c'était de la discrimination ou un empiètement de droits vis-à-vis de la pollution et l'environnement des Autochtones
Et donc, on a déjà abordé ces enjeux-là d'une façon au tribunal, mais là, il reste qu'il doit faire ça ici au Canada, dans nos institutions et dans notre juridiction. Une longue réponse, mais j'espère que vous avez pris des notes. Oui, bien sûr. Et merci pour toutes vos réponses. C'était très intéressant, en fait, beaucoup d'informations là, très bonnes informations. Et maintenant, j'invite nos deux conférenciers à une petite section sur les questions. Nous avons une question d'un de nos participants qui parle à propos du fait que pour la plupart du temps, ils se sont une responsabilité de faire quelque chose. Donc, ils se concentrent sur les petites actions comme éviter le plastique, manger moins de viande, supporter les épiceries locales et les business de minorités visibles. Mais quelles actions sont les plus efficaces au sein de la justice environnementale pour les jeunes à faire? Et c'est ouvert à nos deux conférenciers, donc pour partager vos perspectives, si vous voulez. Je vais céder la parole parce que je viens juste de parler pendant une vingtaine de minutes. Moi aussi, je parlais pour une vingtaine de minutes, mais, mais honnêtement, c'est une très belle question. Et c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions parce que la réponse est différente pour chacun de nous. Donc, quand on parle de racisme en général, on parle de système de pouvoir au sein de notre société. On parle de système de pouvoir et d'oppression au sein de nos communautés. Et donc, on a besoin aussi de comprendre notre positionnement par rapport à ce système de pouvoir afin de savoir comment on peut mieux aider les gens. Et donc, je vous tourne la question afin de vous demander quel est votre positionnement dans votre communauté? Quels sont les gens de pouvoir que vous détenez en raison de votre profession, en raison de votre éducation, en raison de votre identité? Et donc, lié à tout ça, ça va vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les gens. Par exemple, on parle souvent de l'idée de comme passer la parole ou tenir à l'écoute. Donc, c'est si vous travaillez dans un métier journalistique, donc vous travaillez pour un journal, vous travaillez pour un espace de médias, si vous avez un grand following sur les réseaux sociaux, ça serait un bon moment de donner la parole à quelqu'un impacté par le racisme environnemental pour partager leur expérience vécue aux gens qui vous écoutent. Et donc, ça serait une très bonne manière d'aider la justice environnementale si vous avez ce genre de pouvoir. Si vous êtes le genre de personne qui est à l'aise financièrement, ça serait tellement sympa de faire des dons à des organisations qui aident les gens à changer leur manière de connecter avec la nature. Par exemple, il y a un groupe en Nouvelle-Écosse qui aide les jeunes noirs à apprendre comment nager et comment faire du surfing. Et il fait ça à travers les dons parce que, bien sûr, il ne faut pas charger l'argent à ce genre noir aussi. C'est vrai que si vous avez de l'argent et vous pouvez faire des dons, ça peut être comme très, très, très sympa, une manière très sympa de soutenir les gens. Mais si vous êtes, par exemple, étudiant, donc vous n'avez pas l'argent, mais vous avez l'éducation. Et donc, à ce moment-là, c'est une question de comme, qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre campus afin d'aider les gens à connecter avec la nature? Est-ce que vous pouvez organiser une association qui fait des randonnées dans les espaces verts? Et donc, ça donne, et tout possible les étudiants internationaux, tout possible les étudiants racisés. Et comme ça commence à créer cette relation avec la nature canadienne pour ce genre-là. Et ça donne l'accès à la nature parce que c'est une association, vous pouvez louer un autobus pour se rendre ou se déplacer dans ces espaces verts ou ces espaces bleus. Si vous êtes dans une province qui a l'espace bleu, vous pouvez vous déplacer puis aider les gens à former ce genre de lien. Si vous êtes très actif dans votre église, vous pouvez organiser quelque chose à travers ça. C'est vraiment une question de comme, qui êtes-vous? Quel est votre positionnement au sein de votre communauté? Et par conséquent, qu'est-ce que vous avez comme pouvoir communautaire afin de changer les choses? Et à ce point-là, quand vous êtes capable de vous placer, vous savez également les meilleures façons d'aider d'autres parce que vous savez où vous détenez l'influence. Donc, c'est ça. Et oui, et si je pourrais juste ajouter, quand on me demande
qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je dois faire? La réponse, et je réitère un peu, c'est vraiment de suivre vos passions. Par exemple, personnellement, j'ai joué aux athlètes professionnels, j'ai joué pour les Winnipeg Blue Bombers et les Alouettes de Montréal. J'ai une maîtrise en éducation. Je suis en droit maintenant. J'ai plein de passions et plein de choses qui m'interpellent. Maintenant, je connais des personnes qui sont des artistes et c'est l'art qui les interpelle. Qui veut dire que si vous êtes artiste, vous avez un rôle à jouer pour sensibiliser toute la population aux enjeux. Si vous êtes quelqu'un qui est plus apte à mobiliser la population, mais peut-être vous pouvez faire des récoltes, des matières électroniques pour faire en sorte qu'on peut les recycler. Si vous êtes intéressé à la politique et si vous pensez que nos politiciens ne font pas un bon travail, mais tu peux te lancer en politique et dire, je ne suis pas politicien, je suis un citoyen engagé et je veux faire X, Y, Z. Et vous avez vos opportunités de mettre vos idées et mettre votre signature intellectuelle dans la société d'une façon plus, disons, grande, si on veut. La seule conseil que je vous donnerais, en anglais, on dit « go big or go home ». En français, ça serait « vas-y grand ou va chez toi ». Ça ne sonne pas aussi bon en français. Mais le point, c'est que si vous allez adopter quelque chose, vous allez le faire d'une façon collective. Le plus de gens que vous pouvez amener dans votre équipe et mobiliser autour de votre idée, le plus d'impact que vous voulez avoir. Donc, disons, si on pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui font du recyclage, mais là, toi et ton équipe, vous allez innover et trouver une idée pour faire en sorte qu'on garantit que tout le monde va recycler. Par exemple, en Japon, littéralement, il y a une force de personnes qui vérifient si les gens recyclent. Maintenant, peut-être vous avez une autre idée. Et peut-être dans les centres de triage, vous avez une idée pour faire en sorte que c'est plus efficace. Ou peut-être vous limitez tous les produits qui vont être importés au Canada qui doivent avoir un certain niveau de durabilité ou de qualité en tant que l'environnement. Toutes les idées que vous avez, vous mettez ça en place avec une équipe et vous les implantez. Mais encore une fois, ça peut être culture, art, ça peut être plein de sortes de choses, technologie, la génie, pour faire en sorte que vous pouvez mettre votre identité dans vos passions, puis implanter cela et avoir vraiment un impact à long terme. Bonne question, merci. Merci. Et nous avons une deuxième question de Facebook, de nos participants. Elle dit qu'il y a aussi le fait que les gens vont s'installer dans un quartier où les logements sont les moins chers. Alors, les espèces vertes deviennent donc une considération secondaire. Elle vous demande si vous pouvez mettre ça sur le compte du racisme parce qu'elle n'est pas vraiment convaincue. Donc, encore, c'est ouvert à nos deux conférenciers de un peu partager votre perspective. C'est un très bon point. Donc, si je comprends bien, il y a des personnes qui vont s'installer dans des quartiers qui sont, disons, ces personnes-là sont plus pauvres. Et donc, la question que je relancerai, c'est pourquoi des quartiers plus pauvres ont moins d'espace vert. Donc, ça, c'est la question. Et il y a une intersection entre la pauvreté et l'ethnicité. Donc, je donne un exemple concret. Ici à Montréal, on a un budget de 5 milliards. La façon qu'on distribue ces fonds-là, c'est très important. On est en train de distribuer des fonds à travers des quartiers pour des centres sportifs, pour le verdissement, pour des parcs,
pour l'infrastructure de loisirs et de sport et de récréation. Et on met ces fonds-là dans des quartiers plus aisés et moins dans des quartiers qui sont défavorisés. Donc, les personnes qui sont plus aisées, est-ce qu'ils ont plus de droits à avoir des espaces verts? C'est l'État qui paye pour ces espaces-là. Donc, ce que les gens y veulent, c'est que même si tu es pauvre, et il y a plus de chances d'être racisé si tu es pauvre, encore une fois, il y a une corrélation, même si tu es pauvre, tu peux aussi avoir accès à un parc. Le raisonnement qui est en train de se mettre en ce moment, c'est « mais c'est ta faute, tu es pauvre, tu es dans un quartier pauvre, puis tu as moins de parcs. C'est pas mon problème. » C'est pas la logique de la gouvernance. Dans une ville démocratique, égalitaire et inclusif, que tu sois riche ou pauvre, tu devrais avoir accès à des espaces verts. Et de dire qu'une personne qui est pauvre, qui loue un appartement dans un quartier qui est moins aisé, a moins le droit d'avoir accès à, et on l'a déjà abordé, des espaces qui leur donnent vie vraiment. Je pense que c'est inadéquat de penser comme ça, mais vous n'êtes pas le seul de penser comme ça. L'État et la gouvernance pensent aussi comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les personnes qui sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé fort. Les personnes qui sont pauvres ne méritent pas des espaces verts. Les personnes qui sont pauvres ne méritent pas un transport adéquat pour les connecter aux artères économiques. Les personnes qui sont pauvres ne méritent pas de l'infrastructure sportive. Les personnes qui sont pauvres ne méritent pas une éducation adéquate avec des terrains de soccer, des espaces pour le basket, des arénas pour le hockey. Des personnes qui sont pauvres ne méritent pas des ressources dans des laboratoires. C'est sur ce logique-là pourquoi on a tellement d'inégalités. Donc, ce message-là, ce casse-là sur Facebook est phénoménal dans le sens que ça représente les biais innés et implicites des personnes qui gouvernent le Canada, des personnes qui gouvernent nos provinces et nos villes, qui dit que des personnes pauvres, mais dans une société méritocratique, c'est à cause de vous que vous n'avez pas accès à ces places-là. Ils ne pensent pas à la discrimination au niveau de l'emploi, les inégalités au niveau de l'éducation, du fait que des générations à des générations, on fait en sorte qu'il y a des personnes qui ont accumulé beaucoup d'argent, tout simplement. Et on dirait que les personnes qui sont pauvres ne méritent pas d'avoir la même dignité et les mêmes opportunités que les autres. Et dernièrement, les juges, ils pensent la même chose. Donc, si une personne racisée, pauvre, devant un juge qui consomme de la drogue et qui est addict, mais la recherche nous montre que cette personne-là ne mérite pas nécessairement une deuxième chance ou cette personne-là ne mérite pas nécessairement d'avoir une sentence réduite. Les juges pensent comme cette personne-là et ils disent « Non, vous ne le méritez pas, on va vous donner une sentence qui est plus élevée et on ne te donnera pas une deuxième chance. » Donc, cette idée-là, c'est une idée qui est très dangereuse quand cette idée-là est adoptée, pas juste sur les médias sociaux, mais avec des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, qui gèrent des budgets de millions et des milliards de dollars, ou un juge qui décide sur ta destinée. Et ça, c'est l'exemple classique de pourquoi quand on vit des inégalités. Parce qu'apparemment, des personnes pauvres qui ne peuvent pas se permettre un loyer plus élevé ne méritent pas des espaces verts. Merci pour la question.
Et merci pour votre réponse. Et nous avons juste quelques questions qui nous restent de nos participants. Si vous pouvez répondre un peu brièvement parce qu'on est presque à la fin de notre temps aujourd'hui. Donc, la première, c'est que Chuck a mentionné le mouvement Land Back. Pourriez-vous nous expliquer vos interprétations du mouvement en sachant que vous n'êtes pas autochtone? Merci pour la question. En effet, le mouvement Land Back est un mouvement qui n'a pas forcément les mêmes significances selon les personnes qui le mentionnent, mais en gros, c'est un mouvement qui vise à redonner le pouvoir de gérer la terre aux gardiens traditionnels de cette terre ou de ce territoire. Et donc, l'idée derrière le mouvement est donc il est comme trois grandes lignes, disons. De quelques gens, le mouvement Land Back signifie de retourner le territoire aux Autochtones ou à la direction des Autochtones. Des autres gens, ça c'est plus lié aux accords signés avec la reine puis avec le gouvernement du Canada et le gouvernement provincial. Et ça c'est plus lié à l'idée qu'il veut que ces accords soient plus respectés et l'invigueur de ces accords soit plus augmentée par rapport à qui a le droit final de dire non à quelque chose. Par exemple, un nouveau projet économique. Et la troisième manière de le voir est plus de redonner le pouvoir écologique aux Autochtones. So, de vraiment dire que vous êtes le gardien traditionnel de ce territoire, vous avez vécu avec ces territoires depuis temps immémoriaux. Et donc, vous savez comment cette terre fonctionne. Vous savez la meilleure manière de vivre en harmonie avec cette terre. Donc, nous, les colonisateurs, nous, les settlers, les gens qui habitent ici, qui ne sont pas les gardiens traditionnels, devraient suivre votre avis, votre opinion, votre guidance, votre direction par rapport aux décisions qu'on fait qui vont avoir un impact sur l'environnement. Et aussi, l'idée de Land Back est liée aussi à l'idée de laisser les Autochtones vivre en harmonie avec la nature selon leur culture. Donc, on essaie de réduire à quel point on essaie de réglementer les actions. On essaie de réglementer, par exemple, la chasse afin de protéger des animaux. Et de dire, OK, tu peux uniquement chasser telle quantité de tels animaux pour que cette population reste quand même durable pour l'année prochaine. Mais oui, ça fonctionne pour nous comme des gens occidentaux, disons, mais ça fonctionne vraiment pas pour les gens autochtones parce que c'est eux qui vivent avec ces animaux, c'est eux qui savent comment ces animaux fonctionnent, ils savent leurs habitudes migratoires, ils savent comment ces animaux fonctionnent, ils ont l'habitude de cible, par exemple, les hommes, les mâles dans ces animaux, les mâles et laisser vivants les femelles et les enfants. C'est toutes ces genres de petites choses qui font en sorte que l'animal va survivre pour l'année prochaine. Et donc, c'est tout à propos de vraiment reconnaître la connaissance traditionnelle écologique et c'est de reconnaître les expertises que les Autochtones apportent à travers l'expérience vécue et l'expérience collective vécue à travers des générations. C'est en gros, Land Back est cette idée qu'on devrait suivre plus la direction des Autochtones et on devrait les laisser avoir le droit qu'ils ont eu depuis temps immémorial que nous avons privé d'eux. So, c'est un peu ça. Merci. Et une dernière question pour Balarama, qui a parlé de la charte de la Ville de Montréal. Comment avez-vous demandé pour savoir si ma ville a aussi une charte? C'est une bonne question. Tu peux faire un peu de recherche, tout simplement écrire le nom de ta ville et charte. Aussi, chaque ville, vous avez des conseillers de ville, des conseillers d'arrondissement. Je vous encourage à leur lancer un email, faire un appel. Engagez-vous dans votre démocratie. Même si votre ville n'a pas une charte, peut-être vous pouvez mobiliser vos amis et demander ce qu'on a une charte.
la charte montréalaise est informée par l'ONU. Ou peut-être, si vous avez une charte, là, vous avez une plateforme pour vraiment lancer un projet qui est important si votre charte a une clause démocratique et s'il n'y en a pas, mais demandez à la mairesse ou le maire de votre ville de mettre une clause démocratique dans votre charte pour donner l'opportunité aux citoyens d'avoir une voix beaucoup plus loin que simplement voter, mais vraiment durant toute la vie de notre démocratie. Merci. Et juste avant de terminer, je sais qu'on rapproche l'heure. Je demande à Chuck si vous pouvez nous parler un peu à propos de votre projet sur la petite sirène noire. En effet, non, j'ai juste préparé une présentation auparavant, mais j'ai pas eu l'occasion de vous les donner. Mais en gros, c'était juste par rapport à l'idée que pourquoi c'est important d'avoir la représentation dans les espaces bleus pour les gens racisés. Et donc, j'ai utilisé l'exemple de la petite sirène noire parce que pour la version officielle de Disney, Disney va faire une version en vaut réel. Et donc, pour la version en vaut réel, Disney a embauché une comédienne noire pour jouer pour interpréter le rôle d'Ariel. Et donc, ça a créé un scandale à travers les réseaux sociaux. Et c'était lié au fait que les gens ne sont pas habitués d'imaginer les gens noirs dans les espaces bleus. Et donc, il y avait comme plein de commentaires comme « Ah, mais les sirènes noires n'existent pas », comme si les sirènes existent en général. Mais les sirènes noires, ça se peut pas. Ou cette idée que, parce que c'était interprété dans le conte de fées des Noirs, qu'on peut pas avoir une sirène noire, même si le crabe Sébastien parle avec un accent des Caraïbes. Et donc, toutes ces petites choses. Et donc, ça a juste comme démontré l'importance d'avoir la représentation parce que ça aide pour les gens racisés, ça les aide à les voir dans les espaces bleus. La petite sirène a vraiment inspiré une génération entière des biologistes marines, des scientifiques pour les océans, mais également, ça a juste inspiré les gens de chercher la manière de connecter avec les océans, de s'imaginer comme une sirène. Et donc, ce genre de représentation est important parce que ça va aider les jeunes noirs de se voir dans les espaces bleus et de se voir comme sirène. Et ça, c'est quand même puissant. Et ça va mener à plus de scientifiques marines noirs juste à travers ça. Mais de l'autre côté, ça va aider les gens non racisés à imaginer d'autres genres de personnes dans les espaces bleus. Ça va aider les gens à ne pas être étonnés quand une fille va s'habiller comme sirène pendant l'Halloween. Ils vont pas être comme « Ah, mais comment les cheveux noirs vont fonctionner sous l'eau? » Ça va aider les gens non racisés à imaginer les scientifiques noirs dans l'espace bleu. Ils vont pas être étonnés quand ils vont chez l'Aquarium de Vancouver et voir comme un scientifique noir qui prend soin des poissons. Ils vont pas être comme « Oh my God, mais attends, j'attendais pas de ça. » Il ne sera pas si étonné parce qu'on a déjà commencé à créer cette représentation et de vraiment diversifier le visage qu'on voit dans les espaces bleus et dans la nature. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup et j'aimerais remercier une fois notre conférencier Chuck Balarama d'avoir assisté à cette conversation. Nous sommes encouragés par le travail que vous faites pour soutenir la communauté noire et le mouvement La Vie de Noirconte. Et moi, c'était un très grand honneur de pouvoir animer cette conversation. Donc, merci encore. Et j'aimerais une fois encore remercier la Fondation RBC pour leur appui généreux pour cette série. Également, je vous encourage une fois encore de regarder les ressources sur le site web d'Expérience Canada. Vous trouverez des guides de discussion et de matériel éducatif sur ces conversations. Chaque semaine, nous avons aussi un défi pour ceux qui écoutent et le défi pour cette semaine consiste à rédiger une lettre à votre représentant exprimant vos préoccupations ou votre soutien concernant un projet de développement dans votre communauté. Vous êtes encouragés à explorer les sites web de Black Lives Matter au Canada et ensuite partager vos réflexions sur ce que vous avez trouvé sur les médias sociaux en utilisant les hashtags Experience Canada, hashtag Anti-Racism et hashtag Anti-Racism Conversations.
Si vous aimeriez assister à notre dernière conversation sur l'antiracisme la semaine prochaine, je vous invite à regarder notre site web Expérience Canada pour avoir plus d'informations. Nous allons avoir un atelier qui porte sur l'Alliance inclusive. Donc, une fois encore, merci à vous deux d'avoir assisté et bonne journée à tout le monde.